Alors je m'appelle Raphaël Maisonnier, je viens d'avoir 32 ans, je suis le cofondateur et CEO de Fasterclass. Donc Fasterclass, c'est un organisme de formation, on est certifié Calliope, on a été incubé à Station F, l'énorme incubateur de Xavier Niel, hein, et on est spécialisé dans tout ce qui a trait aux soft skills, donc qui va être le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Avec à chaque fois un leitmotiv, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un max d'impact en un minimum de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, Raphaël, tu peux nous rappeler, toi, ta définition, ou du moins ta version plus approfondie, vu que tu travailles sur ces sujets au quotidien, sur ce que sont les soft skills, les hard skills, comment tu les distinguerais l'un comme l'autre? Ouais, c'est des sujets assez compliqués avec tous ces anglicismes. Si on devait utiliser des termes français, je dirais que les soft skills, c'est tout ce qui a trait aux compétences comportementales, au savoir-être. Alors que les hard skills, ça va être tout ce qu'on peut mesurer. On fait un examen écrit et puis on va voir, par exemple, c'est des compétences techniques, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est vraiment, qui relève de la science dure, des compétences techniques. Excellent. Et comment est-ce que tu les lis et comment est-ce qu'elles sont associées vraiment au cœur du business? Enfin, dans quelle mesure ça a un impact justement sur la dynamique de l'entreprise? Alors pour moi, déjà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on peut être le roi des soft skills et on est nul en hard skills, ou le roi des hard skills et nul en soft skills, en fait, on va juste être destructeur de valeur pour l'entreprise. C'est très compliqué de gérer des cas comme ça. Donc il faut réussir à hausser son niveau de jeu, je vais dire, dans les deux types de compétences. Pour illustrer ça, imaginons une entreprise, par exemple, on va prendre deux entreprises concurrentes. Et on va prendre ce qui est critique pour l'entreprise, donc le département commercial. Département commercial, mettons qu'il y ait une entreprise qui est le directeur commercial qui soit le meilleur des vendeurs, mais compétences comportementales, zéro. Donc le mec il est nul. Les gens quand ils bossent pour lui veulent se tirer une balle ou juste se tirer de la boîte. Il la joue un peu solo player, voilà, il veut y aller tout seul met dans des son bâtons coin. dans les roues, limite pervers narcissique, à dire à quelqu'un t'es super, t'es nul, t'es super, t'es nul. Bref, ça se passe très mal dans son équipe. Il va y avoir peut-être même des burn-out, ce qui est sûr, beaucoup de turnover. Et si de l'autre côté on a une boîte où le directeur commercial c'est peut-être pas le meilleur des vendeurs, mais c'est un putain de manager et toute son équipe veut apprendre au quotidien, grandir, se déchirer pour lui, atteindre des objectifs, même dépasser les résultats attendus, etc. À la fin, quelle entreprise va gagner? Il aura la capacité de lui embarquer justement. Voilà, de réussir à embarquer les gens. D'un côté, il y a une entreprise qui va faire du surplace, ou peut-être que le directeur commercial, lui, à lui tout seul, il va ramener pas mal de business, mais il va être bien seul, et les gens vont juste vouloir se tailler. Et de l'autre côté, il sera peut-être moins fort le directeur commercial, mais c'est pas l'essentiel de son boulot. Et il y a une équipe qui va progresser, qui va monter en puissance, et qui va en fait battre son entreprise concurrente. Il y a quelques mois, est sorti un article qui justement a été assez controversé. Je pense que tu connais Julia de Funès. Du coup, j'aime beaucoup lire ses écrits. Elle nous a quand même sorti dans un article que les soft skills justement nous conduisaient vers la médiocrité. Je mets un peu les pieds dans le plat exprès en me disant c'est quand même vraiment ce sujet qui est très fort et en quoi une partie ou pas de cette phrase est vraie. Est-ce que tu es complètement contre? Le but c'est pas de faire polémique, mais c'est plutôt toi, quelle est ton intuition forte par rapport à cette phrase-là? Ouais, je me souviens très 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 bien de cet article. Quand je l'ai vu, je suis mis tombé de ma chaise, quoi. Horrifié. Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit mais comment on peut oser dire ça? C'est là où t'as monté justement Fasterclass. Non, parce que Fasterclass c'est un peu plus vieux que ça, mais en tout cas je me suis dit ouais, il y a encore du boulot. Pour être honnête, je n'ose même pas croire que Julia de Funès pense vraiment ce qu'elle a dit dans cet article, même ce titre, qui pour moi est vraiment un titre accrocheur pour faire de l'audience. Ou alors il faudrait l'inviter elle à suivre mon parcours. Ouais, non mais c'est... Enfin, je lis beaucoup de ces articles, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes, j'ai du mal à croire que tout ça mène à cet article-là, quoi. Dans son article, par exemple, elle dit aujourd'hui, on préfère un médecin bon à un bon médecin. En fait, comme si on pouvait vraiment dissocier les deux. Mais en fait, un bon médecin, c'est aussi quelqu'un de bien. Et en plus, c'est incroyable parce qu'elle prend cet exemple dans cet article. Et j'ai écouté, pas plus tard que la semaine dernière, un podcast de Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, qui avait interviewé Gérard Saillant. Gérard Saillant, qui est un des plus grands, on va dire, chirurgiens français, voilà,
alors maintenant qui a arrêté d'opérer parce qu'il est un peu plus âgé, mais il a par exemple opéré Ronaldo, le vrai entre guillemets, enfin le brésilien, des genoux. Il était tellement bien que Ronaldo lui a dédié 2 buts en finale de la Coupe du Monde en 2022 à son chirurgien, Gérard Sallian. Bon, et ben ce Gérard, ce professeur, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que le plus compliqué, c'était pas d'être dans le bloc opératoire et de faire la manip qu'il fait en fait tous les jours pour faire son opération. Ouais, ça, c'est pas la partie technique. Ça, voilà, ce qui relève des hard skills. Évidemment, il faut ces hard skills, mais il y en a plein qui vont réussir à maîtriser ça. Mais le plus compliqué, un robot limite le maîtriserait d'ailleurs. Oui, un robot limite le maîtriserait, tout à fait. Il y a forcément le nom de cette entreprise, c'est Ganymede Robotics, typiquement, qui fait des robots pour des genoux, il me semble. Voilà, donc les robots vont forcément aider là-dedans et très rapidement. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, il disait, c'est l'avant-opération et l'après-opération. Ouais. Et l'avant-opération, c'est par exemple toute la capacité d'écoute, de comprendre le sportif. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'anime en fait finalement. Exactement, et ça va être ses motivations, ça va être la réponse qu'il va apporter, même les opérations qu'il va faire vont être complètement différentes et le protocole complètement différent en fonction de ça. C'est-à-dire que si l'objectif, le sportif a une année à peu près blanche, il n'aura pas les mêmes enjeux. Il comprend ça, il a le temps, et ben ok, on va vraiment faire un truc qui est beaucoup moins risqué, on va prendre le temps, quitte à être prêt pour les échéances dans 2 ans, 3 ans. S'il y a les JO de Paris dans 3 mois, et ben là... Il y a un sentiment d'urgence. Voilà, et là donc il y a un sentiment d'urgence, et on va dire, même on va peut-être laisser le choix sportif, de dire, est-ce que tu veux prendre le risque, mais il y a 50% de chances que ça réussisse, mais il y a 50% de chances que tu sois au JO, ou est-ce qu'on dit non, tant pis les JO, et on privilégie ta santé à 100%, mais tu mettras 1 an à t'en remettre, et voilà, on va suivre tout un protocole beaucoup plus long. Donc il y a aussi de comprendre la psychologie du sportif, il y a aussi, même selon les sports, il va y avoir différents gestes qui sont plus importants à faire que d'autres. Par exemple le tennis, qui sont des sports complètement asymétriques. En fonction de comment on peut lever le bras au service, c'est complètement différent d'autres choses en fonction des opérations qu'on va faire. Donc de comprendre la psychologie du sportif, ses ambitions, ses objectifs, ses échéances, etc. Ça relève complètement des soft skills. Et c'est indissociable d'être un bon médecin. Et en fait, ça te permet d'avoir cette capacité d'adaptation à ton sujet. C'est-à-dire que tu vas aller personnaliser ton approche, alors qu'un robot va systématiquement réaliser le même nombre d'étapes jusqu'à la réalisation de l'opération. Si je me remets moi je remets ma casquette de DRH, c'est vrai que si je suis dans une approche à pourvoir, j'allais dire, toujours un peu la même solution, copier-coller à tous mes collaborateurs, il y aura un sentiment un petit peu de... Bon, c'est quand même très neutre son accompagnement, c'est-à-dire qu'on se sent pas particulièrement ni embarqué dans une dynamique d'apprentissage, ni personnellement pris en compte. C'est bon, elle doit lancer des parcours de formation, elle a mis le même à tout le monde, que j'en ai besoin ou pas, tu vois, il y a un côté limite... Ouais, et puis ça c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok... on a déjà quelque chose, quoi. On a déjà quelque chose, elle sert pas à grand-chose, elle est sympa, mais on s'en fout, on va faire du boulot. Ce serait quoi le pire des cas, alors ? Le pire des cas, c'est carrément de susciter de la réticence, de la résistance. La frustration encore plus. Elle ne comprend pas, en fait. Et que non, mais lui, en fait, il ne comprend pas, et dès que tu vas proposer quelque chose, de base, les gens vont être contre, parce qu'ils ont un mauvais a priori sur toi, parce qu'ils disent, lui, dans tous les cas, il propose n'importe quoi, il ne comprend pas. Tu vois. Donc les soft skills, pour moi, sont vraiment clés. On ne peut pas atteindre l'excellence, pour reprendre le contre-pied de l'article, sans les soft skills. Et d'ailleurs, on regarde tous les sportifs de haut niveau, évidemment qu'ils travaillent leur technique, mais il y a aussi tout un aspect soft skills. En continu, pour atteindre l'excellence, ils demandent du feedback. Bien sûr. Ils reçoivent du feedback de leur coach. Tu prends je sais pas, moi j'ai fait par exemple du hockey sur gazon, j'ai joué en Ligue 1 de hockey sur gazon. On avait un coach, mais qui aussi passait son temps à nous faire des observations, à nous faire des feedbacks, et nous on appliquait dans la foulée, et de réussir à accepter ces feedbacks sans péter un câble, surtout qu'on n'a pas forcément le temps, et de temps en temps ça peut être très direct, on dit juste merci, on se tait, on applique et on teste. Mais ça, cette capacité à se remettre en question, l'humilité aussi qu'il faut avoir pour encaisser parfois certaines choses et tester,
c'est des soft skills. Et quelqu'un qui n'est pas capable de ça, il peut être aussi brillant qu'il veut, il va avoir du mal à tenir dans la durée. Ouais. Est-ce que tu penses à un soft skill en particulier qui se détache de tous les autres? Alors sans parler forcément et retomber dans ce thème de l'IA qui est quand même très présent aujourd'hui dans toutes nos réalités et toutes nos actualités, est-ce qu'il y en a une qui te paraît quand même plus fondamentale de soft skills justement? Alors pour moi, la reine des soft skills, c'est la capacité à apprendre. Ok. Donc apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ok. Parce que quand je regarde aujourd'hui, ce qui est important, c'est les rôles modèles. Moi, j'ai eu la chance de croiser plein de gens que je considère comme des super leaders. Ils ne se considèrent jamais comme des produits finis. Ouais. Jamais ils sont en mode non mais c'est bon les gars, moi je sais, taisez-vous, et puis plus besoin d'apprendre. C'est des gens qui apprennent au quotidien, et ils adorent ça en plus. En plus, démarche d'apprentissage continu en fait. Exactement. Ok. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette capacité à apprendre, le fait d'apprendre à apprendre, tu te renouvelles aussi d'une certaine manière du coup. Tu continues de te développer. Tu ne seras pas la même personne aujourd'hui que dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Ouais. Et ça fait appel à différentes soft skills sans lesquelles on ne peut pas apprendre à apprendre. Ouais. La première pour moi, c'est la curiosité. Quelqu'un qui n'est pas curieux, qui n'a pas envie de sortir, voir comment on fait ailleurs, qui va pas... voilà, bref, sans curiosité, on peut pas apprendre. La deuxième des soft skills qui est nécessaire, donc des capacités comportementales qui est nécessaire à apprendre, c'est pour moi l'humilité. J'en ai parlé d'ailleurs il y a pas longtemps sur le hockey, mais si on a beau être curieux, mais qu'on ne recherche par exemple que des arguments ou des preuves qui vont aller dans notre sens, et qu'on met de côté tout ce qui peut nous contrarier, qu'on ne sait pas se remettre en question, on ne peut pas apprendre. Et la troisième, pour moi, des capacités comportementales qui permettent cette super capacité d'apprentissage, c'est la ténacité. Okay. C'est, vu qu'on n'a pas l'anglicisme, je vais aller en gros en anglais, ils disent le willpower. Donc là, vraiment la volonté, la capacité à tenir. On parle aussi parfois, c'est un peu galvaudé, mais de résilience. Ouais. Mais apprendre, c'est compliqué. C'est maintenir le cap dans la tempête, quoi. C'est des choses, voilà, c'est des choses c'est des processus qui sont longs. On ne devient pas un expert en claquant des doigts, sinon on serait tous experts de tout. Thank God. Voilà. Donc, et le processus d'apprentissage, dans certaines de ces phases, est douloureux. Il y a c'est un ancien coach de tennis qui avait créé cette théorie, mais elle a été relayée beaucoup par Stéphane Mouriou, qui est en gros le king du feedback en France et qui bosse avec nous au quotidien. Enfin, il est même au bord de Faster Class, donc je suis très souvent en contact avec lui. Ouais. Et c'est lui qui m'avait relayé ce truc-là. Il y a 4 phases de l'apprentissage. Donc en fonction de si tu es conscient ou pas de ta compétence et de si tu es compétent ou pas. Donc au début, par exemple, t'es nul, mais tu ne sais même pas que tu es nul. Je prends un exemple pour que ce soit plus concret. Vas-y. Genre, je veux apprendre à jouer du piano. Voilà, moi, j'ai un rêve. C'est de pouvoir aller dans un bar où il y a un piano au milieu du bar et de m'éclater, ou même d'aller, par exemple, dans une gare SNCF et de jouer l'histoire de la vie, le Roi Lion, avec tous mes potes autour et tout le monde qui chante et qui crie et tout, et on s'éclate. Bon. Pour faire ça, il va falloir apprendre. Au début, je me dis, cool, je vais prendre des cours, je vais faire ça, ça va être easy. Incompétence inconsciente, je suis nul et je suis même pas conscient que ça va être compliqué. Et voilà. Là, le moral est bon. Nickel. Ensuite, je vais prendre mes premiers cours, je vais regarder mes premières partitions. Au début, ça va être je suis à mourir. Illisible, je vais faire des gammes, ça va être moche, ça va sonner robotique, c'est un enfer. Il n'y aura même pas vraiment de mélodie. Là, c'est au moment où on se rend compte qu'on est une prise de conscience costaud, et que ça va être long. Ça peut être demain que je vais pouvoir réaliser mon rêve. Donc là, c'est l'incompétence consciente. Et là, ça, c'est le moment où le moral est plus bon du tout. C'est d'ailleurs le moment crucial où c'est le moment crucial. Tu décides de continuer ou Exactement. pas. C'est là où il y a la ténacité qui rentre en jeu et où on risque d'abandonner. Si on passe ce cap-là, après, peu à peu, au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, je vais commencer à jouer l'histoire de la vie. Ok, ça va être un peu robotique, il n'y aura pas beaucoup de charme ou de mélodie, tant de mélodie que ça dans la musique, mais au moins, ça y est, quoi, je sens que j'y arrive peu à peu, et là, le moral revient. À force de pratiquer. Et ça, c'est très important, la pratique. Et donc, à force de pratiquer, peu à peu, je vais entrer dans la phase de compétence consciente. Donc là, je suis conscient, mais j'ai besoin de mettre de mon esprit dans le truc et de rester vraiment concentré.
Ok. Et là, le moral revient, et là, ça y est, et là, ça commence à gagner. T'embarques dans une nouvelle aventure, ok, ouais. Et après, ta dernière étape, c'est la compétence inconsciente. Et donc là, c'est carrément, je suis au bar avec mes potes, mais je veux même pas jouer l'histoire de la vie, je vais te faire tout le répertoire de Walt Disney, Mulan, Hercule, la totale, et on va s'éclater toute la soirée, quoi. Et quitte à faire quelques mauvaises notes, mais tu te sens embarqué dans quelque chose. Ouais, et c'est bon, quoi. Ok. Et en fait, quand on apprend, il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, même quand il y a dans les entreprises, des plans de transformation dans des boîtes, qu'il y a des nouvelles pratiques à apprendre, une nouvelle organisation, des nouvelles pratiques de management, j'en sais rien, plein de choses qui changent, tout le monde passe par cette phase d'incompétence consciente, qu'on appelle aussi la phase de désorientation. Ouais. Et c'est là, désaxe, il y a un côté, et c'est là où il y a un risque très fort d'abandon, et où il faut tenir, et même redoubler d'efforts. Okay. Parce que la seule chose qu'on peut faire dans cette phase-là, c'est de la réduire au maximum en temps, pour passer le plus vite possible à la phase 3 de réorientation, on a de la compétence consciente. Et donc là, si je l'ancre dans le business, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que nous, en tant qu'RH, on doit d'autant plus soutenir cet effort-là, et j'allais dire créer l'environnement le plus propice pour qu'il y ait ce changement possible, ce switch en fait, et que le mental reste costaud. Exactement. Et que la personne ne s'arrête pas en si bon chemin, entre guillemets, même si l'étape est assez conséquente à gravir. Et si jamais il y a des consultants qui vous disent qu'en gros ils vont réussir à faire passer l'étape 1 à l'étape 3 sans passer par la phase de désorientation, faut pas les croire. En fait, faut juste... faut les fuir. C'est un mytho. Okay. On va tous passer par là. Quand on apprend, il y a toujours un moment où on fait des erreurs, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et c'est là où la ténacité est importante. Donc, pour cette capacité à apprendre, qui est pour moi le truc le plus puissant qu'on peut développer comme compétence comportementale, et parce qu'en plus ça marche pour les soft skills comme pour les hard skills, cette capacité à apprendre derrière, ça permet de se développer vraiment sur tout un panel de compétences. Et il faut réussir à être curieux, à être humble pour se remettre en question, et à être tenace. Ok. Et là on parle beaucoup d'individus, est-ce que collectivement il y a une capacité, j'allais dire, à embarquer, et est-ce que les soft skills nous améliorent aussi en collectif ? Tu l'évoquais tout à l'heure, de ne pas se la jouer solo, mais est-ce que cet apprentissage perso, il faut travailler aussi cette dynamique collective pour pas que ça reste à l'échelle individuelle ? Ouais. Alors, en fait, il y a plein de compétences comportementales qui ont un impact sur ce qui nous entoure. La première que je peux citer très facilement, c'est le feedback. C'est-à-dire que le feedback, moi, ça va me permettre de me développer, si je demande du feedback régulièrement. Mais ça va aussi avoir un impact sur toute mon équipe. Et si on développe une culture du feedback dans son entreprise, tout le monde va se développer, tout le monde va faire des observations qui vont nourrir les autres, et ils vont permettre aux uns aux autres de grandir. Et ça va cultiver de l'humilité, ça va cultiver la confiance. Parce que quand on entend feedback, souvent on se dit feedback correctif, voire négatif, mais la vérité c'est qu'il il y a feedback aussi positif. Tout à fait. Et donc les feedbacks positifs permettent de renforcer la confiance entre les gens, de remplir les réservoirs estime de soi des gens, ce qui permet aussi derrière d'accepter plus facilement les feedbacks correctifs. Et je dis bien correctif et non pas négatif, parce que c'est un petit truc sémantique, mais c'est le correctif, c'est-à-dire qu'on va tourner le truc vers le futur quand on fait le feedback. Pour améliorer. Voilà, c'est la prochaine fois que tu es dans cette situation, essaie de faire ça, on va voir ce que ça va donner, mais ça fera la différence. Teste et tu vas voir si ça alors que le négatif, c'est ouais, ta dernière présentation, t'as fait ça, c'était nul. Oupsie. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus dur à accepter que la prochaine fois que tu fais une presse, essaie ce truc-là et on va voir. Donc feedback correctif plutôt. Et d'ailleurs, on parlait de performance, est-ce que ça a un impact ? Toujours ce même Stéphane Mouriou m'a partagé l'équation de la performance, qui là pour le coup, c'est vraiment des trucs qui a changé ma life, cette équation. Donc profitez-en, c'est cadeau. L'équation de la performance, elle dit performance égale potentiel moins interférence. Donc ça veut dire que si je prends pareil, toujours un exemple concret, je veux aller à Lille en voiture, mon potentiel, ma voiture elle fait du 200 km/h, il y a 200 km, au mieux je peux mettre 1 heure. Donc ça c'est mon potentiel max. Et après les interférences, ce qui va me ralentir, ça va être le code de la route, la sortie de Paris, les bouchons, les ronds-points, les feux, les accidents, bref, tout un tas de choses qu'on va appeler des interférences. Et ma performance à la fin, ça va être mon potentiel max moins toutes les interférences qui vont venir me parasiter. Et donc le feedback, typiquement, c'est un outil qui permet de maximiser le potentiel avec le feedback positif. Donc là, c'est vraiment de prendre conscience qu'on fait de bien
quelles sont nos forces pour pouvoir le répéter à l'avenir. Ouais. Et de minimiser les interférences avec le feedback correctif. Ok. Et par minimiser, ça veut dire les éviter ou pas forcément? C'est minimiser l'impact que ça pourrait avoir? C'est les réduire au maximum. Okay. Donc si on peut les éliminer, on les élimine. Si on peut commencer déjà par les minimiser, les réduire, c'est toujours ça de prix. Okay. Et à la fin, du coup, le feedback est un super outil de performance en maximisant le potentiel feedback positif, en réduisant les interférences feedback correctif. Et ça a un impact sur l'ensemble de l'entreprise. Ok, génial. On n'est pas encore sur le mot de la fin, mais presque. Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé aborder ou une question que j'ai oublié de te poser sur ce sujet-là? On a parlé pas mal de... Je peux donner d'autres exemples de soft skills qui sont hyper importantes. Par exemple, la capacité d'écoute. Ouais. Il peut y avoir... On parlait de celles qui peuvent avoir un impact aussi soit individuel, soit sur le collectif. Par exemple, quand c'est individuel, il va y avoir savoir gérer les priorités, savoir gérer son temps, pas se laisser déborder, savoir dire non. Ce qui peut avoir un impact très fort sur soit des projets, soit des équipes au global. Exactement. Et si tout on ça, sait pas, ça rayonne sur le collectif, notamment par l'impact du modèle. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose et que ça se passe bien, notamment en plus si c'est son chef, donc si c'est son manager, là c'est un impact très fort sur les équipes parce que le modèle est hyper important. Il y a la communication, savoir communiquer, c'est clé. Enfin, j'en ai fait un post LinkedIn il y a pas très longtemps d'ailleurs avec l'impact du télétravail sur la communication. Parce que on n'a pas été habitué à communiquer en télétravail. Notamment, c'est encore plus vrai pour les personnes un peu plus âgées, qui ont été très habituées au présentiel tout le temps. Il y avoir l'interaction aussi en direct. Exactement. Le body language et tout ce qui va normalement avec, qui est là complètement neutre quand c'est juste un sujet de but en blanc qui t'est envoyé par message. Tous les signaux faibles disparaissent avec le télétravail. Le ton, etc. Donc là, de réussir à bien communiquer, mais ça on peut se former aussi pour ça, pour communiquer en télétravail. Mais si on sait le faire, c'est un impact démentiel sur l'équipe, parce que le temps perdu, l'énergie perdue, les embrouilles entre personnes juste pour des problèmes de com. C'est une mauvaise interprétation. Exactement. Moi, combien de fois au début, nous on est en 100% télétravail chez Fasterclass, ça se passe super bien, mais on a mis du temps à avoir une organisation aussi rodée, une communication. On a vraiment défini des règles de communication claires en interne sur... Pour statuer un peu sur... on est tous d'accord là-dessus. Quand on a une urgence, comment on fait ? Quand c'est pas une urgence et qu'on s'envoie un message, par exemple sur, je sais pas si c'était Teams, Discord, Slack, c'est quoi le temps de réaction acceptable ? Comment on réagit une fois qu'on envoie un message et l'autre quand il a reçu le message, etc. Parce que moi ça m'est arrivé, par exemple, au début, contrairement à mon CTO qui lui est plus sur des trucs qui prennent des heures pour développer ces trucs, il faut qu'il reste concentré pendant des heures. Bien sûr. Moi, CEO, je suis très souvent face aux clients. Et donc j'ai besoin d'être très réactif, beaucoup d'interactions. Et quand il y avait le moindre problème ou un petit bug technique à corriger ou n'importe quoi, au début j'envoyais un message à mon CTO. 3 heures après, il a toujours pas répondu. Il m'a même pas répondu, je me prends un vu dans la gueule. Je fais Titi, est-ce que t'as pris en compte mon truc au moins, enfin tu pourrais me répondre. Puis ça va de me répondre, Raph, mollo, ça fait déjà 1 heure que je l'ai traité, tu pourrais rafraîchir la page et vérifier avant de me ressolliciter quoi. Et ça c'est juste de la com bidon. Bien sûr. Alors que maintenant, mais sans les soft skills, il n'y aurait pas cette capacité d'adaptabilité, d'adaptation à l'autre justement. Exactement. Et comme pour les hard skills où il faut pratiquer et il y a de la théorie puis de la mise en pratique, les soft skills c'est pareil. Donc on a fait d'abord de la théorie, comment est-ce qu'on réagit. Donc s'il y a une vraie grosse urgence, on s'appelle. S'il n'y a pas une vraie grosse urgence, par exemple, on s'envoie un message sur le chat, mais il ne faut pas oublier que le chat c'est de l'asynchrone. Et donc là on se laisse, le temps acceptable c'est une demi-journée, parce que la personne peut être en train de faire autre chose pendant une demi-journée, un événement, en train de développer, en réunion, concentrée, etc. Et sa concentration est aussi très importante. Et par contre, quand la personne voit le message, on accuse réception. Bien sûr. Qu'il y a un respect mutuel, de respect du temps, mais aussi de... Exactement. Salut Raphaël, je viens de voir ton message, et on met un délai de réponse. Donc, je corrige ce truc-là d'ici demain 15h. Voilà. Toi, tu sais à quoi t'en tenir. Je peux même répondre à mon client si besoin, etc. Puis quand la tâche est finie, salut Raphaël, c'est bon, c'est réglé. Tu peux le rayer de la liste. Tu peux le rayer de la liste, le dire à ton client, paf, et moi je peux réenclencher derrière. Mais c'est des petits trucs bidons qui font que... Et en plus ça paraît évident comme ça. Mais qu'on ne fait
globalement pas dans beaucoup d'entreprises et qui créent des disputes pour rien, quoi. Et en arrivant un peu sur ce mot de la fin, je pense qu'il y a cette notion de mimétisme social qui est très fort. Si quelqu'un fait quelque chose que vous appréciez, je pense que par extension vous aurez envie de le reproduire vous-même avec d'autres personnes. Donc on est un peu tous en fait malheureusement en rôle modèle, et donc la moindre chose qu'on peut faire, bien ou mal, peut prendre une ampleur assez folle. Si on est manager par exemple, ça peut être à l'échelle de son équipe, ou même d'autres équipes si on est en interaction avec plusieurs. J'aime bien à la fin des podcasts avoir une petite partie, j'allais dire crunch, enfin une sorte de petite bouchée à emporter pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que Raphaël, tu peux nous partager quelques premiers pas, qu'on soit dans une toute petite boîte, une intermédiaire, une startup scale-up, ou même dans des univers avec j'allais dire beaucoup de collaborateurs, des grosses structures, quels seraient les éventuels premiers pas pour adresser ce sujet des soft skills? Alors je vais faire une réponse en 2 temps. La première chose, là je vais me référer à ce que nous on a mis en place pour faire progresser les autres entreprises sur les soft skills. Première chose, c'est d'avoir des actions qui durent dans le temps. Je dis pas de mettre des choses en place à vie, parce que ça c'est hyper dur à tenir. Quand on se dit à partir de maintenant, tous les lundis on fait ça, personne ne veut le faire. Mais donc de prendre des actions en CDD, donc on se dit ok, pendant 1 mois on teste ça. Puis on voit dans 1 mois, on fait le bilan. Ça, c'est tout de suite beaucoup plus acceptable. Donc nous, par exemple, au lieu de faire une formation sur une journée, quand on forme des gens, puis à la fin de la journée, c'est fini, et puis il n'y a pas de repeat, et puis on n'a pas pu mettre en pratique dans la vraie vie, et puis donc on a pris 7 heures pour, en gros, un peu de théorie, on s'est fait un peu plaisir, et puis ça fait quand même un peu de team building, donc ça c'est cool. Mais il n'y a pas un gros impact sur les changements de pratique. Ces 7 heures, on les a découpées en petits épisodes vidéo. Il y a 1 heure au total de vidéo, des épisodes de 5 minutes, parce qu'il faut le minimum de théorie. Mais après, sur 1 mois, on a 4 ateliers de mise en pratique. Par exemple, tous les mardis, 4 semaines d'affilée, de 11h à 12h30. 1h30 de mise en pratique. Donc ça fait 6 heures de mise en pratique et répétée dans le temps, pour suivre l'évolution de semaine en semaine. Donc ça, c'est première chose. Si vous voulez vraiment changer, avoir de l'impact, donc c'est-à-dire changer des pratiques, et les ancrer soft, d'un point de vue comportemental. Il faut créer des nouvelles habitudes, il faut les ancrer dans le temps. Donc privilégier des actions qui vont durer dans le temps, quitte à ce que ce soit plus court et répété, avec vraiment de la mise en pratique, plutôt qu'un truc, une journée, sur un temps très court qui peut s'oublier. Et puis après c'est oublié, puis le quotidien reprend ses droits et c'est fini. Ensuite, la deuxième chose, pour mettre en pratique du coup ce que je viens de vous dire, on a parlé d'humilité, on a parlé de curiosité. Je vais vous inviter à mettre ça en pratique en ouvrant votre agenda, en regardant des choses que vous avez faites, des présentations, des infos que vous avez partagées à votre équipe, peut-être qui sont plus ou moins bien passées, des réunions que vous avez eues, ou que vous allez avoir peut-être dans les prochaines semaines. Et de réfléchir à quelle personne pourrait vous faire un feedback sur ce que vous avez fait. Et la meilleure manière d'être curieux pour avoir le feedback de cette personne et l'humilité d'accepter son feedback, c'est pas d'aller lui dire tiens Jean-Michel, est-ce que tu peux me faire un feedback, parce que ça c'est pas précis, il va pas savoir, et puis lui il sait pas faire de feedback, et donc il va dire elle était cool ta presse, mais 2 points tirer 1, tirer 2, tirer 3, ça c'était nul, ça c'était pas bien, ça c'était nul, et c'est la dernière fois que vous voudrez avoir un feedback, et lui il va plus vouloir vous en faire, vous allez péter un câble, c'est pas cool. Donc la question à poser, c'est par exemple lors de telle présentation ou lors de tel truc, ce que vous voulez vraiment, mais là où vous voulez progresser, dis-moi une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais améliorer à l'avenir. Et si vous faites ça, déjà ça va cadrer un peu la réponse, le feedback de celui qui va vous répondre. Ça va vous permettre de savoir ce que vous faites de bien et de le garder, ou la chose en tout cas que vous avez le mieux fait et qu'il faut garder, qui est le plus ressorti, et la chose qui a été la plus dérangeante que vous pouvez corriger en priorité. Et ensuite, même si ça vous plaît pas, on le dit tout le temps, on le voit tout le temps, feedback is a gift, le feedback est un cadeau. Même si le cadeau il nous plaît pas, quand on reçoit un cadeau, on dit merci. On se tait. Voilà. Donc, quand vous recevrez le feedback, ne vous justifiez pas, non mais j'ai fait ça parce que nana, tu comprends. Dites juste merci. Prenez un peu de temps pour réfléchir. Faut décanter, testez. Même si vous n'y croyez pas, testez au moins une fois. Parce que comme ça, vous en aurez la preuve.
Et puis si par bonheur ça marche, alors là c'est jackpot. Ouais. Et deuxièmement, que ça marche ou pas, vous allez pouvoir tisser un lien de confiance, renforcer le lien de confiance avec la personne qui vous a donné le feedback, en lui disant « Ah, merci pour ton feedback, tu m'as fait l'autre jour, bah voilà, ça j'ai bien compris que c'était top, je l'ai gardé, et ça bah, j'ai testé. Et alors si ça a marché, dites-lui que ça marche, il sera trop content, il va vouloir continuer de faire plein de feedback, il va être super content. Et si ça marche pas, dis ah j'ai testé, et en fait la limite ça a été, il s'est passé ça, et ça n'a pas marché pour telle raison, mais trop cool, j'ai vraiment essayé quoi. Donc il verra que même si le truc marche pas, au moins vous testez, vous prenez en compte son avis. Et probablement demain il va vous solliciter aussi en retour, en allant vous solliciter sur un feedback. Et vous montrez l'exemple. Vous montrez l'exemple en demandant des feedbacks. Donc je vous invite surtout pas à commencer par donner des feedbacks aux gens qui sont même pas sollicités. Je vous invite à montrer l'exemple en demandant du feedback, en montrant la curiosité, en montrant l'humilité et en testant, en montrant de la ténacité. Et voilà. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Raphaël, pour te solliciter justement pour ces feedbacks? Non, je m'entends, pour l'audience qui nous écoute, merci encore pour ce temps que tu as pris. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, j'imagine, plus particulièrement? Ouais, sur LinkedIn, avec plaisir déjà pour ce temps. Et j'ai aussi passé un très agréable moment. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. D'ailleurs, j'aime beaucoup, j'ai de la chance parce que je rencontre soit beaucoup de patrons de boîtes, soit beaucoup d'experts sur des soft skills qui me partagent plein de petits trucs. Et j'adore les repartager à ma sauce via des post-it. Excellent. Et donc, retrouvez-moi sur LinkedIn et toutes les 48 heures ou 72 heures, je partage un post-it généralement avec un petit truc sur du feedback, du management, de la gestion du temps, de la communication. Trop chouette. Donc plein de petites clés pour aller craquer justement cette approche des soft skills. Et vous verrez que c'est pas si mal que ça les soft skills. On n'est pas médiocre ici. Merci beaucoup Raphaël, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à très vite sur le podcast. Merci. Merci.